Bonsoir, nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit, pour prendre le temps de se poser, de se parler, de s'écouter et d'échanger. Alors jusqu'à 1 heure, je vous invite à composer le 39 21 où vous serez accueillis par Assiba et Julie avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et vous pouvez à tout moment réagir à ce que vous entendez à l'antenne, nous faire part de vos commentaires, de vos réflexions par courriel sur le site europe1.fr, par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit ou directement à l'antenne en composant le numéro du standard 39 21. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Laure. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bah écoutez, merci de m'appeler. Donc vous avez mon message qui a un peu résumé, je veux dire mon histoire. Je ne sais pas tellement par où commencer. Si ce n'est de dire que, pendant 1 an et demi, en fait, on a vécu de manière très harmonieuse notre histoire. En fait, c'est comme si on était exactement pareil. Hein. Et puis, alors, il faut s'y situer un petit peu parce que moi j'ai votre mail sous les yeux, mais pas les auditeurs. Donc, vous avez rencontré votre compagnon il y a un an, il y a un an et demi, 2 ans. Voilà. On va dire 2 ans. Votre compagnon a 42 ans. À 42 ans, moi j'ai 41 ans. Bon, évidemment, tous les deux, nous avons un passif au niveau sentimental, qui est plus ou moins lourd. Mais bon, on s'est retrouvés à l'occasion d'une soirée. Ça faisait quoi ? Ça faisait 10 ans, plus de 10 ans qu'on s'était pas vus. Lui, en tous les cas, m'a dit ce soir-là qu'il avait totalement flashé à l'époque sur moi. Vous vous connaissiez auparavant ? On se connaissait auparavant. Vous avez un haut-parleur, Laure ? Non. Parce que j'entends un écho terrible dans le casque. Oui. Est-ce que là, ça va mieux Oui, là, ça va mieux, j'ai l'impression. Là, ça va mieux, d'accord. Oui, on s'est rencontrés. Oui, on se connaissait un petit peu avant. On avait fait quelques sorties parce qu'on a une amie en commun. Et donc, c'est vrai qu'on s'est vus lors de quelques soirées, quoi. Mais bon, en tous les cas, pour ma part... à cette époque-là, moi j'étais très boulot et je l'avais pas remarqué quoi. Tandis que lui, apparemment, oui, parce qu'il se souvenait même de la couleur des différentes robes que j'avais selon les soirées. Mm-hmm. Donc comme il m'a retrouvée, en fait il a repris contact, il m'a invité à dîner, puis de fil en aiguille, donc on s'est mis ensemble et puis on a vécu franchement. Je dirais sur la même longueur d'onde. Vraiment, on était très très bien tous les deux ensemble. On s'est apprivoisés mutuellement. Alors jusqu'à ce que vous rencontriez des problèmes dans votre travail. Oui, et surtout jusqu'à ce que votre gynécologue vous annonce que vous étiez, je reprends là les propos dans votre mail, dans la dernière ligne droite pour avoir un enfant. Oui, c'est ce que me disait la gynéco, comme quoi il fallait que je me dépêche si je voulais avoir un enfant, parce que à 41 ans, on m'avait fait passer un test au niveau prise de sang, et comme quoi, donc j'avais les ovaires qui étaient fatigués, mais je pense qu'elle a été un petit peu trop alarmiste, en tous les cas, à ce moment-là. Et c'est vrai que mes problèmes de travail, parce que moi, intellectuellement, je n'ai pas de matière, de création et de choses comme ça. En fait, c'est quand même une partie de ma vie, donc j'étais pas très bien. Le fait d'apprendre ça, je suis quand même même 41 ans, j'ai quand même une mentalité d'ado. Hein, j'ai pas grandi, donc le fait d'apprendre cette nouvelle-là, pour moi, ça, en tous les cas, j'ai vieilli d'un coup. C'est comme si je m'étais pris un mur en pleine vitesse. Hein. Oui. Donc ça m'a, quelque part, ça m'a vraiment choquée. Ça m'a fait mal. Oui, j'ai pris conscience. J'avais plus 15 ans, ni 16 ans. Oui. Et que la vie d'adulte me rattrapait tout de suite, quoi. Oui. Donc ça, c'est vrai que mon compagnon, en tous les cas, a senti ce problème-là.
Je lui ai dit que c'était pas grave. Enfin, je voulais pas lui en parler. Donc, à force de me poser des questions, donc je finis par lui en parler. Et puis donc il a pris la décision de chercher un appartement, de prendre un appartement avec 2 chambres et puis après les choses, je sais pas si c'est le fait de mon comportement qui était un peu négatif, le fait que j'arrivais pas à retrouver du travail, de différentes choses qui me dérangeaient au niveau perso. Il a pris de la distance. Je sais pas si c'est à cause de ça ou si c'est parce qu'il a eu peur. En visitant, on a visité 3 appartements et pendant la visite d'un appartement, en tous les cas, il m'a dit qu'il s'est senti étouffé, comme moi aussi. Hein. Moi, je suis une vieille célibataire endurcie. Avec 2 chambres, ça supposait donc un appartement pour vous. Vous installez vivre ensemble et une chambre pour l'enfant. Pour l'enfant, voilà. D'accord. Et puis. Vous n'en aviez pas parlé jusque-là ensemble? Non, en fait, on communique pas. C'est vrai l'un des gros défauts que nous avons, on communique pas. Lui, il communique pas ses sentiments. C'est quelqu'un qui est quand même très sur le contrôle de la maîtrise, le contrôle, le paraître, les sentiments. Moi, je commence en tous les cas, à les dire. Je commence à m'ouvrir et tout ça. Bon, c'est vrai que c'est pas facile. Moi, je suis un peu une cocotte minute. Il faut que j'encaisse pas mal de choses puis à un moment donné, je vais exploser. C'est ma seule manière, pour l'instant, de sortir mes sentiments et ce que je ressens à l'intérieur, parce que c'est vrai que je garde tout pour moi aussi. Donc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous étiez vous étiez en train de visiter donc ces appartements. Lui est devenu plus renfermé. C'est-à-dire, il est devenu plus renfermé. Les visites d'appartements, donc c'était, je dirais, avril, mai, juin, début juillet, et puis donc en août, c'est pendant les vacances. Moi, je l'ai senti distant. Vraiment très très distant. Et moi, il y a certaines choses, moi, qui le sentant distant, ça. En fait, je me suis renfermée sur moi. Je me suis mis en mode de défense quelque part. Et puis moi, dans ces cas-là, je parle encore moins. Je me renferme. Et puis bon, j'ai pas la tête des bons jours, quoi. Mais bon, on n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. J'ai essayé parce que en écrivant, j'arrive à parler et à dire mes sentiments. Donc j'ai écrit. Je lui ai écrit, en tous les cas, un texto. Je lui ai écrit plusieurs fois. Bon, j'ai pas eu je dirais, de réponse directe, quoi. Donc. Attendez, vous lui avez écrit, ça veut dire que vous n'étiez plus ensemble pour lui écrire? Si, on était ensemble, mais bon, je lui écrivais sur du papier et puis je lui lisais ce que j'écrivais, ce que j'avais écrit, en tous les cas. Donc à chaque fois, il était ému par mes propos parce que je lui montrais mes sentiments, comme quoi je tenais à lui, que je l'aimais, que je voulais construire quelque chose avec lui, tout ça. Et alors? Pardon? Et alors? Mais vous en êtes où aujourd'hui? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. J'en suis où, en fait, à la rentrée. Moi, j'étais très, très, très mal. Il m'a demandé quelles étaient mes bonnes résolutions de la rentrée. Et moi, j'ai été hyper agressive. Je lui ai dit que j'avais pas 13 ans et que qu'il fallait pas me poser ce genre de questions. Que c'était, que vous n'aviez pas 13 ans. Que je n'étais pas, en tous les cas, je n'avais pas 13 ans, oui. Les bonnes résolutions de la rentrée, moi je trouve ça tellement, j'ai très mal pris cette question-là. Et donc je l'ai un peu envoyé paître. Et puis et après, je lui ai dit ce qui m'intéressait, c'était de savoir ce qu'il avait dans la tête, quels étaient ses sentiments et comment il voyait les choses, quoi. Quels étaient ses souhaits et ses envies.
Et là, il est devenu blanc, et puis il s'est assis, et puis il a pris sa tête entre les mains. Il me dit, je sais pas quoi dire, je n'y arrive pas. Voilà. Mais il n'arrive pas à quoi? C'est ça, ce que je ne comprends pas. Parce que moi, j'en étais restée à cette démarche où vous recherchiez un appartement pour vous installer ensemble. Ça ne s'est pas fait finalement. Non, vous n'avez pas concrétisé, c'est ça. Donc il n'arrive pas à quoi? Il n'arrive pas à exprimer ses sentiments. Il n'arrive pas à quoi? Pas à exprimer ses sentiments, oui, peut-être. Vous lui avez demandé surtout, à mon avis, à se dire d'emménager avec quelqu'un. Oui. En tous les cas, avec une. Bon, lui, c'était la deuxième fois. Enfin, en tous les cas, ça aurait été la deuxième fois, parce que la première fois, c'était avec son ex-ami. Et donc, au bout de 3 mois d'emménagement, ils se sont séparés, quoi. Donc lui, il a peur de ne pas être à la hauteur, et le fait de ne pas être à la hauteur... Oui, alors vous qui, à un moment, êtes dans une situation d'urgence et de pression, où, oui. Comme vous dites, vous avez eu le sentiment de vieillir d'un coup, avec... vous lui demandez, en gros, de vous faire un enfant, aussi. Oui. Vous le mettez dans cette situation-là. Peut-être que lui est très angoissé par cette situation. C'est peut-être aussi ça qu'il vous dit, je n'y arrive pas. Cette situation-là, oui. Et puis aussi vous étiez angoissé, et lui, tout d'un coup, tout arrive en même temps dans votre histoire. C'est-à-dire que tout va bien, mais tant qu'il n'y a pas de choses qui étaient concrètes, c'est-à-dire que vous-même, ça vous allait bien. Vous dites d'ailleurs que vous aviez un mode de vie encore, une mentalité d'adolescente. Oui, complètement, parce qu'en fait, j'imaginais pas, en tous les cas, que ça arrive de manière aussi vite. Oui, vous avez été rattrapé par la réalité physiologique. Oui, complètement. Ou c'est vrai que si vous souhaitez un enfant, il est clair qu'à 41 ans, il n'y a pas beaucoup d'années devant vous, hein. Non. Bon, et là, il y a le principe de réalité qui s'impose à vous. Donc, vous en parlez à votre compagnon. Et lui aussi, s'il est avec vous dans cette relation, peut-être pas par hasard non plus. Et là, les choses se précipitent. C'est-à-dire que c'est vie de couple, emménagement, bébé. Et peut-être que lui aussi, là, n'est pas prêt. Ou en tout cas, pas de cette façon-là, et que c'est aussi trop précipité pour lui, comme pour vous d'ailleurs. Peut-être que c'est angoissant pour vous, même si vous le désirez. Oui, complètement. C'est peut-être pour ça que votre relation, elle est un peu en souffrance actuellement. Vous ne pensez pas? Ah, mais je pense en tous les cas que lui c'est pareil aussi. Je pense qu'il a, il a eu très peur, parce que moi, dans ma tête, j'ai 15 ans, lui il dit qu'il en a 20 ans, donc quelque part on se rejoint. Oui. Mais ça c'est évident, mais ce que je ne comprends pas, et ce que j'essaye de comprendre, parce que je l'ai invité à dîner, en tous les cas, pour m'excuser du comportement quelque part que j'avais, de mon agressivité, le fait que j'étais mal pour différentes raisons, donc je lui ai expliqué, et que et que je respectais son besoin de prendre l'air, de s'oxygéner, de pouvoir respirer. Oui. Mais le problème, c'est que là, ça va faire quoi? Il m'a recontacté, m'a envoyé un mail la semaine dernière pour reprendre, je pense, quelque part contact et dire qu'il n'avait pas disparu dans la nature. D'accord. Mais je sais pas quel comportement je dois adopter pour, je dirais quelque part. J'ai l'impression quelque part, je me sens coupable. Coupable de quoi? De cette situation. Alors, comment ça s'est passé déjà? Le mail qu'il vous a envoyé, c'était suite au dîner que vous aviez eu pour vous? Non, c'était pas suite au dîner. En fait, le mail, il y a eu à peu près 3 semaines, parce que
En tous les cas, j'ai pas donné de nouvelles ni quoi que ce soit, donné qu'il voulait, en tous les cas, de l'air respirer. Donc j'ai respecté, je n'ai pas téléphoné, je n'ai pas envoyé de mail. Enfin, en tous les cas, je me suis pas manifestée. Oui, mais vous me disiez à l'instant que vous vouliez vous excuser, en gros, et dîner avec lui. En fait, donc vous ne l'avez pas fait, septembre, ça. Donc il y a eu là, je dirais, cette cassure. Donc 15 jours après, je l'ai invité à dîner. D'accord. Justement parce que ça me tenait vraiment à cœur de lui dire certaines choses. Bon. Tout au moins donc de m'excuser et puis de lui expliquer les raisons pour lesquelles j'étais dans cet état-là. Comment a-t-il réagi, lui ? Lui, il a dit mais non, pas du tout. Enfin, en tous les cas, pour lui, je ne l'ai pas agressé, je ne l'ai pas, agressé, dans le sens, je comprends bien. Envoyé sur les pas roses, senti. ni quoi que ce soit. Pour lui, il n'a pas vu de changement, je dirais, de comportement ou même d'humeur. Bon. Ce qui est, à mon sens, faux, parce que bon. Mais peut-être que vous l'avez, ce que vous avez ressenti intérieurement, vous ne l'avez pas fait passer, vous ne l'avez pas fait passer extérieurement, hein. Non. Bon, alors maintenant, parce qu'il faut, on a du mal un peu à vous suivre, à suivre un peu le fil de votre histoire, hein, de façon chronologique. On sent que vous êtes un peu perdu dans le fil là. Alors aujourd'hui, il vous a envoyé il y a quelque temps là un mail pour prendre de vos nouvelles donc la semaine dernière, et vous vous demandez quelle conduite adopter vis-à-vis de lui. C'est-à-dire que vous souhaitez quoi au juste ? Moi, je souhaite en fait qu'on se retrouve, quoi, qu'on recommence, en tous les cas, qu'on reprenne la relation. Oui. Parce qu'en fait, cette coupure-là, j'ai pris vraiment conscience en fait que je tenais énormément à lui. Oui, mais alors quel type de relation ? Parce que c'est-à-dire que la relation que vous aviez, qui était sur ce mode assez léger, ça ne veut pas dire que vos sentiments l'étaient. Hein, il y avait des relations sincères, profondes, authentiques. Mais sur un mode un peu comme ça, adolescent, où bon, vous n'étiez pas dans la construction. Tout à fait. Et c'est au moment, finalement, où vous vous dites, il faudrait peut-être que je construise un couple, une famille, que vous, comme lui, où là, il y a eu de l'angoisse. Alors, c'est là où ça risque d'être un petit peu problématique. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous ? Avoir un enfant ? Demander à cet homme de vous faire un enfant ? De construire, de construire quelque chose, de construire une famille. Hein. Vous pouvez toujours lui demander. Aussi au profond de lui, son envie. Il vous l'a dit ? Ah oui, parce qu'il... oui. Et pourquoi a-t-il fui comme ça ? Écoutez... Vous comme lui, Parce que, j'ai eu plusieurs reprises sa mère au téléphone, parce que apparemment, il a peur de ne pas être à la hauteur, il a peur de ne pas me rendre heureuse. C'est vrai que les derniers mois, par rapport à problème de travail, effectivement, j'étais pas très joviale ni quoi que ce soit, mais c'était pas par rapport à lui, c'était par rapport à la situation professionnelle. Vous avez retrouvé un travail ? Je suis en fait sur différents projets. Rien de concret encore pour l'instant, mais... ça serait bien que déjà vous trouviez, que vous vous apaisiez un peu, sur ce plan-là. Qu'il n'y ait pas le sentiment que vous soyez un peu plus, constructive, vous. Parce que lui a dû être très angoissé, et c'est vrai que il peut pas, s'il a peur de ne pas être à la hauteur... ça veut dire que ça va être un peu à vous de le rassurer. Or, vous ne pouvez pas le rassurer si vous êtes vous-même très angoissé. Or, c'est vrai que quand on est dans une période de recherche d'emploi,
Ça plus cette perspective de désir d'enfant avec cette peur peut-être de ne pas arriver à concrétiser votre projet, ça vous fait beaucoup de pression sur les épaules. Ouais. Donc ça ne vous fait pas envisager aussi votre relation sur un mode un petit peu plus léger, un peu plus serein. Maintenant, puisque vous tenez à cet homme, eh bien, dans la mesure où il vous envoie un mail pour prendre de vos nouvelles et pour vous dire qu'il n'a pas disparu dans la nature et donc qu'il pense à vous, eh bien, bien sûr que vous pouvez le rappeler et puis lui dire que vous aimeriez le revoir. Et puis à ce moment-là, lui dire que vous tenez toujours à lui, qu'il vous manque et que vous souhaiteriez renouer avec lui. Oui, mais comme c'est quand même quelqu'un qui est quand même, c'est attentiste en tous les cas et fataliste. Justement, c'est à vous de prendre aussi un peu les choses en main. Face à quelqu'un d'attentiste, si vous ne prenez pas un peu les choses en main, rien ne se passera. En tout cas, là, il vous envoie un mail. En tout cas, il fait le premier pas. Après, derrière, à vous d'embrayer. Quand on est dans une relation face à quelqu'un d'attentiste, c'est aussi à vous là de prendre les choses en main. Maintenant. D'accord. Voilà. Mais comment, en fait, en reprenant les choses en main et en essayant en le rassurant, comment ne pas devenir... moi, j'ai aussi une peur, c'est de devenir, en fait, la bonne copine. Je vois pas pourquoi cette peur. Je vois pas dans ce que vous dites, qu'est-ce qui vous fait penser que vous seriez une bonne copine ? Il vous envisage pas comme une bonne copine. Moi, je pense que justement, à un moment, ce qui lui a fait très peur, c'est qu'il vous voyait comme la femme qui pouvait lui faire un enfant. Et que ça lui faisait très peur parce qu'il avait peur de ne pas être à la hauteur et que la perspective d'être père lui faisait peur, comme certains hommes, parce que je ne sais pas quelle est l'histoire de cet homme. Mais donc là, je vois pas qu'est-ce qui vous met en tête que vous pourriez être une bonne copine. Ça, ce sont vos peurs à vous, Je crois que là, vous cherchez tout pour éviter de reprendre. Vous compliquez là les choses, vraiment. Donc en fait, faites plus simple. Faites plus simple. Il vous envoie un mail, vous rappelez et vous le rappelez. Et à prendre rendez-vous, en fait. Vous le voyez. Qui se manifeste. Si vous attendez face à quelqu'un d'attentiste, vous pouvez attendre un moment. Ouais. C'est sûr qu'il ne se passera rien. Mais c'est peut-être aussi ce que vous souhaitez, qu'il ne se passe rien, inconsciemment. Ah bah non. Eh ben alors réfléchissez-y. Mais c'est vrai que j'ai peur. Vous savez pas bien. Oui, mais je l'entends. C'est plein de peurs. C'est plein de peurs qui font que vous n'avancez pas. On l'entend, de toute façon, même dans la façon dont vous avez du mal à dérouler votre histoire. Oui, vous êtes pleine de peurs. Bon, donc à un moment, voyez cet homme et parlez-en avec lui. Parce qu'à un moment, la peur n'évite pas les dangers. Oui, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous risquez si vous tenez à lui, qu'est-ce qui peut se passer Ouais, c'est de mettre les choses à plat ou simplement... Mais non, n'allez pas décortiquer la relation non plus, Laure. Vous n'êtes pas dans un entretien là de recrutement. Non, parce que dans votre mail, vous dites est-ce qu'il faut que je mette les points sur les i ? Non, oui. Là vous seriez particulièrement agressive. On ne met pas les points sur les i. Ou alors on fait ça quand on veut agresser l'autre. Si vous voulez renouer avec cet homme, vous n'y allez pas pour mettre les points sur les i. Surtout si vous voulez le rassurer. Oui, ça va faire... Voilà. Donc à ce moment-là, il faut que je parle plus de mes sentiments. Vous parlez de vous et du fait qu'il vous a manqué, que vous souhaiteriez renouer avec lui. Et puis vous le laissez un petit peu parler, finalement, de ce qu'il veut lui aussi. C'est la meilleure façon des choses comme ça. Vous, comme vous avez très peur, ça vous permet un peu de le laisser parler aussi lui, puisqu'après tout, c'est lui qui vous a envoyé un mail. Donc c'est lui aussi qui est demandeur. Quand il vous dit qu'il n'est pas très loin et qu'il ne voulait pas que vous pensiez qu'il était dans la nature. Allez, bonne chance Laure. Au revoir. Écoutez, merci beaucoup. Bonsoir Amina. Bonsoir.
Votre correspondant vous a mis en attente. Veuillez patienter. Ça, je l'avais pas eu encore. Bon, écoutez, on va patienter un petit moment, mais c'est dommage. Oui, excusez-moi. Vous êtes au travail, Amina? Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Très heureuse de vous travaillez? Vous êtes sur votre lieu de travail? Non, parce que je préfère que vous me le disiez, parce que si vous devez nous mettre en attente toutes les 30 secondes, ça va être un peu compliqué là. Non, ça a été une fausse manip. Tout à fait. Ça va alors. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. En tout cas, je suis très heureuse déjà de converser avec vous. Mais moi aussi, d'autant plus là, parce que j'ai eu un petit moment, nous avez tous fait un petit peu peur là, Fifi, enfin ça nous a fait rire en même temps. On s'est dit bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va accueillir le prochain, on met un petit disque, voilà, c'est du direct en même temps. Tout à fait. Et puis voilà, j'ai une histoire un petit peu compliquée dont j'ai vécu un amour très fort il y a 2 ans et demi. Oui. Et bon, je suis musulmane. Oui. Et mon compagnon était catholique. Et on se voyait pas très souvent, mais lorsqu'on se voyait, c'était très très fort entre nous. Et il espérait beaucoup, il voulait l'amour absolu, et du concret. Et moi aussi, je le voulais en fait. Mais au plus profond de moi-même, je savais que je pouvais pas rester avec cette personne. Pourquoi? Dû à ma religion. Et bon, j'ai été très 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 mal et très très malheureuse. Et malgré ça, j'ai quand même vécu cet amour pendant 2 ans et demi. Et un beau jour, il fallait que je lui dise que c'était plus possible qu'on soit ensemble. Et j'ai envoyé un message et puis voilà, je lui ai dit que c'était plus possible et il a été très 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 mal ainsi que moi. Et puis quelques mois après, j'ai essayé de le rappeler, rien que déjà pour avoir des nouvelles, mais il m'a jamais donné de réponse jusqu'à aujourd'hui. Enfin, il y a 1 an, il m'a quand même téléphoné, je m'attendais pas du tout. Et je lui ai dit pourquoi tu répondais jamais à mes messages et il m'a dit je me préserve. Oui, mais ça se comprend, évidemment. Il a dû terriblement souffrir lui aussi. Tout à fait, beaucoup. Parce que qu'est-ce que vous voulez c'est terrible ce refus que vous lui avez opposé, cet amour qui était impossible du fait de la religion. Oui. Il ne pouvait rien faire, il ne pouvait rien changer. Il y a des choses sur lesquelles on peut intervenir. Là, il n'avait aucun pouvoir là-dessus. Oui, c'est vrai, parce que bon, il me disait qu'ils s'en fichaient que je sois musulmane, ou juif ou bouddhiste. Oui, son amour était au-dessus de cela, était au-dessus de la religion. Alors que cet homme était catholique, me dites-vous. Oui. Oui, lui-même était croyant. Oui. Il aurait pu ne pas être croyant. Exactement. Donc venant de quelqu'un qui n'était pas croyant, bon après tout, vous auriez eu beau jeu de lui dire, évidemment, pour toi, cela n'a pas d'importance étant donné que tu ne crois pas. Mais lui-même croyait. Oui. Et il vous disait que l'amour qu'il vous portait était plus fort. Oui. Alors qu'est-ce qui fait que votre amour n'a pas été plus fort? Je ne sais pas s'il n'a pas été plus fort, mais bon... Vous l'avez quitté parce que vous me dites, dès le départ, vous saviez que ce n'était pas possible parce que du fait de votre religion. Oui. Pourquoi vous êtes laissé enfermer comme ça? Au nom de quoi? Parce que bon, c'est vrai que dans l'islam, vous savez, je ne sais pas si je peux dire compliqué, je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça, mais bon, c'est vrai que en tant que musulmane, c'était impossible d'être avec une personne non musulman, quoi. Et je le savais, mais bon, j'espérais énormément. Vous espériez quoi? J'espérais qu'il soit dans ma religion, voilà. Qu'il se convertisse? Oui. Oui.
J'ai beaucoup espéré, mais c'était impossible. Et je voulais pas non plus le forcer. J'ai préféré. Ah oui, non, je trouve que ça n'a pas de sens de demander à quelqu'un de se convertir. Oui. La personne le fait parce qu'elle croit, mais pas, elle le fait pas pour quelqu'un, je trouve. Justement, il me disait que je veux pas être, je veux pas faire semblant, voilà. Ouais, mais il était vraiment honnête, cet homme. Tout à fait. Je veux pas faire semblant. Ce que je veux, c'est l'amour absolu et. Quel gâchis, hein? Quel gâchis. Oui. Non, mais d'autant que vous n'êtes. C'est pas comme si vous étiez, encore au sein d'une famille. Vous avez dépassé les 40 ans, Amina. C'est Oui. pas. Vous voyez, c'est pas comme si parfois on est dans le carcan encore familial. Vous me direz, on peut l'être. Même au-delà des 30-40 ans. Mais enfin, c'est pas comme quand on a 20 ans, on est encore très dépendant de ses parents, affectivement, financièrement. Là, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, par rapport à votre famille. Par rapport à ma famille, j'ai été mariée, hein, je suis veuve, j'ai des enfants, j'ai 4 filles. Oui. Et comme il me disait, je prends l'arbre et ses branches et... Il était formidable, cet homme. Hein. Ouais, vraiment formidable. Mais j'ai plus de nouvelles depuis. J'ai essayé de le recontacter, déjà pour avoir des nouvelles, et il m'a jamais répondu, jamais. Jusqu'à, comme je vous l'ai dit, il y a 1 an, je m'attendais pas. Et depuis là, j'ai plus de nouvelles. Malgré que j'ai encore envoyé des messages, aucune réponse. Alors voilà, comme je vous écoute tous les soirs, et j'adore vos conseils, et je voulais savoir, se préserver de quoi? Mais se préserver de quoi? Attendez, cet homme vous a aimé profondément, et il va répondre à vos messages, et vous allez lui dire: notre amour est impossible. Ouais. Notre amour est impossible parce que du fait de la religion. Non. Donc lui, il continue son chemin, il continue sa vie. Donc oui, il se protège, et il a raison de se protéger. Puisque vous lui opposez une fin de non-recevoir du fait de votre religion. Et j'ai envie de dire, votre religion a bon dos. Qu'est-ce qu'on fait dire à la religion ? Et au texte. Ce sont les hommes qui les ont écrits finalement. Après tout, vous savez... Ouais. Vous savez, je pense que Dieu, après vous l'appelez Allah, vous l'appelez Mahomet, vous l'appelez comme vous voulez, je pense serait beaucoup plus indulgent que tout ce qu'on lui fait dire. Ouais. En revanche, les hommes, eux, sont... beaucoup plus juge beaucoup plus vite. Vous avez très peur, que l'on vous juge. Oui, tout à fait. Alors après, on se réfugie, derrière tous ces dogmes. Oui, c'est vrai. Et on passe à côté de belles histoires d'amour. Exactement, j'en suis consciente et j'en ai énormément souffert d'ailleurs, vraiment beaucoup, et depuis 2 ans et demi, je suis avec mes enfants. Oui, ouais. C'est ça, vous vous imposez un renoncement, Et en plus, je suis en fauteuil roulant, il a tout accepté de moi, tout. Et vous n'êtes pas heureuse. Mais oui, non, mais on entend bien, vous n'êtes pas heureuse. Non. Donc pour finalement, vous pensez, ça vous rendrait heureuse encore en me disant, je respecte la parole du prophète et ça me comble, voilà, bon. Mais vous n'êtes pas heureuse. C'est vrai, parce que je pense que je ne trouverai pas un amour comme celui que j'ai eu. Je pense.
c'était vraiment formidable et très très fort entre nous. Et ils m'emmenaient partout, ils m'emmenaient à Bruges, enfin partout. Oui, mais cet homme, après tout, vous pouvez très bien le recontacter et lui dire ce qu'il en est. Il y a 1 an, il vous avait répondu, mais lui dire à ce moment-là, si vous acceptiez de vivre quelque chose avec lui réellement. Mais si c'est pour à nouveau le recontacter, mais pour lui dire vous aimez, que vous l'aimez toujours, mais que c'est impossible, moi je comprends qu'il ne vous réponde pas. Et c'est une façon pour lui de se protéger, comme il vous le dit, et parce que vous entendre parler avec vous, c'est souffrir à nouveau. Ouais. Oui, oui, je suis C'est ce que dit Mélissa, hein. Elle envoie un petit email, elle dit son ami se protège pour ne plus avoir mal, parce qu'il vous aime. Ah oui. Donc c'est ce que je conseille souvent, enfin c'est ce qu'on conseille à quelqu'un dans une séparation. Quand on se sépare de quelqu'un que l'on aime, même si on est très tenté de le faire, la meilleure des choses c'est de ne plus appeler et de ne plus voir la personne. C'est comme cela aussi, c'est espérer, c'est le temps qui va aider. En tout cas, c'est qu'il y ait ce temps-là, cette séparation physique. Si on se sépare, mais qu'on reste en contact avec l'autre, que ce soit physiquement ou par la voix ou par des échanges, on alimente sa douleur. Oui. C'est vrai que il ne me dit même pas non, ne m'envoie plus de messages, j'ai aucune réponse, c'est ça qui me... Et même maintenant, si par exemple demain je le contacte, je sais que dès qu'il voit mon numéro, je sais qu'il ne me répondra pas, malgré qu'il y a 1 an. Mais oui, mais ça, évidemment. Alors, c'est Cathy qui dit finalement au nom de quoi votre religion vous impose le renoncement. Et puis Oiseau de nuit qui dit la croyance religieuse rassemble, elle ne sépare pas. On aimerait que ce soit vrai, mais malheureusement tous les jours la réalité nous montre le contraire. C'est-à-dire que on aimerait dire que même ceux qui sont croyants devraient être plus proches que les croyants et les non-croyants, mais on voit bien que ce n'est pas le cas. Que c'est très séparé, on ne se mélange pas. Bon, alors que finalement, vous devriez être proche entre croyants, y compris entre, par exemple, les juifs et les musulmans. Ce n'est pas le cas, parce que finalement, les juifs et les musulmans sont tous deux sémites, mais c'est pas comme ça que ça marche. Bon, donc au contraire, il y a des haines tenaces. Donc c'est terrible, alors qu'au fond, les religions sont basées sur des préceptes, d'amour, mais ça a été totalement après détourné. C'est souvent complètement détourné. Oui. Bon, et on le voit malheureusement. J'avais très peur et. Oui, mais vous avez très peur. C'est souvent aussi, utilisé et après il faut savoir s'affranchir de certains dogmes parce qu'il faut aussi pouvoir vivre sa vie et se dire que entre ce qui a été prôné et notamment prôné par certains hommes. Et je ne mets pas en cause votre croyance, loin de là, Amina, je ne me permettrai pas. Mais entre ce qui a pu être dit par peut-être le prophète et après ce qui est repris par les hommes, il y a peut-être un monde, vous voyez ? Oui. Et que vous adhérez peut-être trop. Oui, mais... Et à quel prix ? Et à quel prix, oui. Et vous pensez que maintenant c'est trop tard. Je pense que c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Parce que vous savez bien que dans l'islam, il y a plusieurs... même dans le Coran, il y en a plusieurs lectures. Oui. Hein ? Oui. Oui.
Merci Caroline. Donc il est jamais trop tard, et là je reçois justement un message du subversif qui dit: l'islam ne parle pas de soumettre mais d'accorder. Alors suivez votre sentiment, soyez fidèle à vous-même et vous serez fidèle à l'islam. Oui, c'est vrai, merci. Très bien. Voilà Caroline, vous m'avez éclairée, je continue à penser. Oui, continuez à penser, et puis peut-être restez pas trop dans, ne soyez pas dans la résignation et dans le fait que votre vie, vous voyez, il faut penser parfois, il est important de penser avant d'agir. Il y en a qui agissent sans penser, et puis il y en a qui ne font que penser et qui rêvent leur vie. Oui, parfois, vous pouvez aussi la vivre, votre vie. Il y a des vies, on peut vivre sa vie et c'est parfois encore plus beau que de la rêver. Oui. Pensez-y aussi. Depuis ce moment-là, je n'ai plus rencontré aucun homme. Je suis restée avec mes enfants et puis voilà, j'ai beaucoup souffert par contre. Mais j'ai entendu, mais attention de ne pas vous réfugier derrière cela. Oui. Pour ne plus rien vivre et vous réfugier derrière vos rêves et que... Ce que je me dis des fois. Oui, et que la religion soit pas non plus l'arbre qui cache la forêt. Ce que je me dis peut-être que si par exemple en rencontrant quelqu'un d'autre, peut-être que je réussirais un petit peu à... Ouais. Je sais pas. Oui, Voilà Caroline, c'est surtout votre conseil que je voulais. Je l'ai eu, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie de votre confiance. Au revoir Amina. Merci, au revoir. Au revoir. Isaac m'envoie un mail suite au témoignage d'Amina pour me dire: je suis toujours surpris quand j'entends que la religion est source de séparation et d'éloignement. En théorie, la religion, c'est ce qui relie les croyants les uns aux autres, sans distinction d'adhésion à un dogme en particulier. Dans votre cas, vous êtes passé à côté d'une belle histoire et c'est regrettable. Néanmoins, la problématique religieuse ne semble pas être le nœud du véritable problème. Vos peurs n'expliquent probablement pas tout, mais cela devrait vous permettre de poser les bases d'une réflexion autour de ce que vous attendez de l'autre. Belle nuit à vous et apaisez-vous. Oui, enfin, je pense quand même, peut-être qu'il y a d'autres peurs, mais Amina a posé d'emblée la question de le fait que cet homme n'était pas musulman, hein, et ça pose question. Et quant à ce que vous dites que la religion est censée relier les croyants les uns aux autres, bon, vous faites bien de préciser, Isaac, en théorie, parce que en pratique, il y a beaucoup à dire, hein. Cela dit, c'est vrai que Amina disait qu'elle était aujourd'hui auprès de ses enfants. Donc, ce faisant, vous avez raison. Je pense, là où je vous rejoins, c'est que en renonçant à cet homme, elle renonce aussi à une vie de femme. Elle se consacre exclusivement, elle est mère. Elle abandonne le côté femme, elle est uniquement mère. Donc il y a peut-être autre chose derrière ce côté religieux. On va accueillir maintenant Romain. Bonsoir. Romain, vous êtes avec nous ? Non. Alors on accueille Daniel. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Daniel. Je vais commencer, c'est pas toujours facile. Bon, j'ai une fille de 31 ans aujourd'hui. Oui. Je sais pas trop comment exprimer les choses. Et à l'âge de 6 ans, ma fille a eu un problème d'adolescence assez important parce que je l'ai élevée toute seule, de la naissance jusqu'à son mariage, 25 ans. Pour quelle raison ? Le papa est parti. Dès la naissance ? Oui, disons que j'ai été hospitalisée pendant 9 mois pour avoir ma fille. Et pendant ces 9 mois, il était absent, il était parti à l'étranger pour son travail. Et puis, bon, je ne pouvais pas le suivre, étant hospitalisée. Et à la naissance de ma fille, il était absent. Et à la suite de ça, il est reparti à l'étranger pour reprendre son travail. Et puis, de fil en aiguille, il a rencontré quelqu'un d'autre.
Moi, entre-temps, j'ai élevé ma fille toute seule, parce qu'en plus, je suis orpheline depuis l'âge de 6 ans. Donc, ma priorité, c'était d'élever ma fille et d'être avec elle, bien entendu. Vous avez perdu vos parents J'ai perdu ma maman le jour de mes 6 ans. Oui. Et mon papa, quelques années après, il a suivi, il est parti, il a disparu aussi. Oui. Donc, j'ai été élevée par les sœurs. Oui. Donc, une éducation très dure, très stricte, assez carrée, difficile lorsque vous vous retrouvez dans la vie hors du couvent, de l'institut. Vous avez du mal à trouver vos repères. Donc, dès l'âge de 17 ans, j'ai commencé à demander à faire un suivi psychologique pour pouvoir avoir les pieds sur terre et pouvoir me débrouiller toute seule dans la vie. Oui. Et donc, je me suis mariée, j'ai eu ma fille, et puis de la naissance jusqu'à 16 ans, je l'ai élevée toute seule. Disons que le papa n'a jamais été présent dans tous les sens du terme. Donc, n'ayant pas de famille, c'est pas facile. Ça n'a pas été très facile, ça a même été très dur. Oui. J'ai donné le meilleur de moi-même dans tous les sens. J'ai même pas pensé à moi. J'ai pensé qu'à l'éducation de ma fille, qu'elle s'en sorte bien et qu'elle a une vie stable pour son avenir. Oui. Et à 16 ans, disons que pendant toutes ces années, j'ai eu des gros pépins de santé, donc je ne l'ai pas négligée. J'étais hospitalisée, mais elle a été accueillie par des amis à droite et à gauche. Je n'avais pas trop le choix. Oui. Pour pas la mettre dans un foyer de DAS, bien entendu. Oui. Et à 16 ans, elle a eu une révolte très forte contre moi, d'une façon qui m'a fait très mal, parce que moi, ma priorité, c'était... J'ai tout donné pour elle, sans pour... Oui. Et depuis, on a réussi plus. Elle est partie à l'étranger pendant presque 4 ans, du jour au lendemain. C'était son souhait de partir à l'étranger? Elle avait... Pas du tout. Ça lui a pris du jour au lendemain, comme ça. Parce que c'était quelqu'un au niveau scolaire qui travaillait très bien. Elle faisait du sport à haut niveau, ça fonctionnait très bien. Toutes ces activités l'occupaient beaucoup. Donc, et on était très liés, très, très, très unis en fin de compte. Il y avait beaucoup de dialogue, beaucoup d'échanges. Et un jour, elle a rencontré un copain. Et ça a été l'explosion totale. À 16 ans, c'est ça? Oui, elle a commencé ça. Ça a été très très fort à 16 ans. Et puis à 18 ans, elle a passé son bac. Et elle a eu ses diplômes. Et du jour au lendemain, elle est partie à l'étranger. D'accord. À 5 heures du matin, il n'y avait plus personne. Et c'est la voisine qui m'a fait parvenir un courrier me disant que ma fille avait laissé un courrier dans sa boîte aux lettres et qu'elle me tienne au courant de la situation. Oui, elle est partie sans vous prévenir. Sans me prévenir. Oui. Ça a été très dur. Oui, ça certainement, oui. Du jour au lendemain, être à l'étranger, on prend pas le métro, on peut pas aller la voir, c'est pas évident du tout. Elle, de temps en temps, elle me téléphonait, mais comme elle travaillait beaucoup parce qu'elle était dans un centre de vacances, elle donnait des cours de sport et en même temps elle faisait des activités autres. Oui. Et donc on n'avait pas de contact, il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait pas d'échange du tout. Elle est rentrée en France 4 ans après. Il n'y a pas d'échange et je n'arrive plus à ce jour à retrouver ce qu'on avait avant 16 ans, bien entendu. Elle est mariée, elle a 2 enfants. Je m'attendais qu'à la venue des enfants, ça nous aurait aidé à retrouver une certaine complicité de maman. Et c'est pas le cas du tout. On a l'impression qu'elle est dans une carapace. Et moi aujourd'hui, depuis des années, depuis ses 16 ans jusqu'à 2005, le jour de son mariage, j'arrive pas du tout à comprendre le pourquoi de ce comportement. D'autant plus que moi, je n'ai pas eu de papa ni de maman, donc c'est dur de voir sa fille à qui on a quand même donné le maximum pour qu'elle réussisse et qu'elle se sente bien dans sa peau, qu'elle ait des pieds sur terre, qu'elle ait une telle attitude. J'ai pas les mots adéquats pour essayer de comprendre. J'essaye d'aller vers elle et en fin de compte, elle me refoule. Elle me dit que c'est moi qui ne suis pas bien, qu'elle est très bien comme ça, que tout se passe bien dans sa vie. Oui. Voilà, donc aujourd'hui... C'est important ce qu'elle vous dit, qu'elle est bien. C'est-à-dire que vous lui avez donné de quoi être bien, de quoi se construire, d'être équilibré.
qu'elle va bien. Elle est en couple, elle a 2 enfants. Elle a un travail, elle a des activités, elle assume. Ses enfants sont très bien élevés. Oui, D'ailleurs, c'est la même éducation que je lui ai donnée. Vous voyez, donc elle reprend finalement ce que vous avez transmis, les valeurs que vous avez transmises. Elle les reprend dans l'éducation qu'elle donne à ses enfants. C'est vous qui êtes en souffrance dans cette relation. Ah, mais complètement. Vous le dites d'ailleurs, parce que vous n'avez pas eu de papa et de maman. Exactement. C'est les termes que vous utilisez encore. Donc vous attendez beaucoup de votre fille. J'en attends peut-être de trop. Peut-être. On va continuer à en parler après le journal de minuit, Daniel. Ne raccrochez pas. La nuit continue sur Europe 1 avec vos témoignages au 39 21 et tous vos commentaires, toutes vos réflexions par mail sur le site europe1.fr, par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Et tout de suite, nous allons retrouver Daniel. Alors Daniel, vous nous parlez de la relation avec votre fille. Donc votre fille avec qui vous avez une relation extrêmement forte. Vous l'avez élevée seule depuis sa naissance, puisque après une grossesse difficile, vous avez été hospitalisé tout le temps de la grossesse. Le père est parti au moment de sa naissance et nous avez dit que pour son travail, voilà. Mais il n'a pas été présent par la suite. Jamais. C'est ça. Il aurait pu être présent quand même pour votre fille, ce qui n'a pas été le cas. Donc, vous nous avez parlé également de vous, du fait que vous avez été orpheline à l'âge de 6 ans. Vous avez perdu votre mère et votre père quelques années plus tard. Vous avez été dans un orphelinat, tenu par des sœurs. Et votre fille, dont vous étiez très proche, à l'âge de 16 ans, a fait une révolte assez forte. Très forte, oui. Très forte et est partie. Même, assez violente. Oui. Oui, puisque elle est partie après son bac, là aussi sans vous prévenir. Oui. C'est votre voisine, oui, qui vous a transmis un courrier de la part de votre fille, vous disant vous avez appris que votre fille était partie à l'étranger. Donc ça montre bien, comme souvent dans les relations qui sont parfois extrêmement fusionnelles, quand on sort de la fusion, parfois ça ne peut se faire que dans une très grande violence, comme si les choses ne pouvaient pas se parler, pas se dire, et qu'elle s'est enfuie finalement, comme si elle n'avait pas d'autre choix, elle ne pensait ne pas avoir d'autre choix. On voit bien dans ce départ, et partir très loin. Voilà. Elle est revenue, vous pensiez que le fait, elle s'est mariée, elle a eu 2 enfants, qu'en ayant le fait d'être mère à son tour, vous aurait permis d'être plus proche. Et vous ressentez une distance, enfin vous souffrez de cette distance. Et votre fille, elle, vous dit que elle va bien, que sa vie va bien. Et je vous disais avant le journal de minuit que c'est vous qui me sent pas bien. Oui, qui vous sentez pas bien. Tout à fait.
Hein, et peut-être parce que effectivement vous attendez beaucoup et vous avez ajouté trop de cette relation. Oui, parce que je vois quand même des mamans autour de moi avec leurs filles, la relation c'est quand même autre chose que ce que je vis avec ma fille. Ma fille, elle habite pas loin de chez moi. Elle dépose les enfants parce que je vois les enfants. Elle ne m'interdit pas de voir les enfants, rien de tout ça. Hein. Il n'y a pas du tout de. Elle m'invite quand elle le doit, mais elle est très distante. Dès que je veux faire une discussion, dès que je veux, c'est pas possible. Elle fait court. Elle est pressée, c'est pas possible. On verra ça un autre jour. Et il y a jamais un autre jour. Elle ne veut pas trop d'intimité. Non, ouais. Pas du tout. Ouais. Plus du tout. Plus. Oui. Et elle a fait ça aussi avec le peu de famille qui me reste. On a de la famille sur Tours, qui est des gens qui l'ont souvent recueillie pour les vacances. C'est un cousin qui est très proche avec elle. Et elle les a pas laissés tomber, mais il y a plus de contact aussi avec eux. Ou c'est très lointain. Je trouve ça un peu dommage. Donc, tout ce qui est renié, tout ce qui est lié à moi, à ma famille, à moi, ça paraît inexistant. Tout ce qui est si important pour vous, tout ce qui vous manque tellement à vous, tout ce qui fait que vous, ça vous ramène aussi à votre histoire d'enfant. Exactement. Où d'emblée, vous m'avez parlé en parlant de votre fille, de cette relation si forte à votre fille, vous avez mis en parallèle votre situation à vous d'enfant orpheline. Complètement. Du manque. On est dans le manque. Oui, complètement dans le manque, oui. Hein? Enfant, vous avez manqué. Ça manque terrible d'être orpheline. C'est terrible, d'autant plus. Et là, vous vous sentez à nouveau dans cet état? Complètement. Depuis son départ, oui, vous ne vous êtes pas remise de ce départ. Non, j'ai pas pu me remettre. J'ai eu même des gros problèmes de santé à tout ça. J'ai fait des coliques néphrétiques et complications. Parce que j'ai pas fait de la dépression, mais c'est mon corps qui a payé. Oui, vous n'avez pas pu. Ça s'est traduit par des maladies. Des maladies, tout simplement. Ben oui. Donc je voudrais arriver à combler tout ce genre de problèmes. Je voudrais plus avoir ces problèmes de santé qui continuent encore un peu actuellement, et je voudrais pouvoir essayer d'avoir une meilleure relation avec ma fille, parce que je pense on n'est pas il faut profiter d'être sur terre. Elle est pas forcément mauvaise, cette relation, d'après ce que j'entends. Elle est distante. Je crois que c'est parce que vous en attendez beaucoup. D'ailleurs, vous ne me parlez pas du tout de vos petits-enfants. Ah, je les adore, mes petits-enfants. Oui, je n'en doute pas. Je suis très liée avec mes petits-enfants. D'accord, c'est important. Ah oui, pour moi, c'est mon moteur. Donc, ça veut dire que votre fille, vous voyez bien, vous le dites d'ailleurs, elle ne met pas un frein, elle ne met pas d'obstacle, parce que vous voyez vos petits-enfants. Non, pas du tout. Donc si elle était dans le conflit, dans la rancœur, dans le ressentiment vis-à-vis de vous, elle pourrait faire obstacle à la relation avec vos petits-enfants. Ce n'est pas le cas. Non, pas du tout. Oui, c'est important. Oui, c'est un côté positif. Mais est-ce qu'il ne serait pas possible quand même de sa part d'avoir une autre relation de dialogue, d'échange entre mère et fille? J'aimerais bien connaître la recette. Il y a quelque chose qui vous a laissé dans le manque de son départ, quelque chose qui n'est pas que vous avez vécu comme un abandon et qui n'est pas qui a fait ressurgir cette souffrance du décès de votre mère, puis de votre père, parce que quand on est enfant, le décès de ses parents, on le ressent comme un abandon. Oui, tout à fait. C'est très fort, d'ailleurs. Ah oui. Il n'y a pas plus fort, oui. Oui, c'est très fort. Et d'autant plus qu'on était 6 dans la famille. Et puis, j'étais... comment dirais-je, les 2 aînés étaient chez les grands-parents maternels. Et c'est moi qui s'occupais des autres. Les 4... on était 4 de l'autre côté, encore avec mon père. Et en fin de compte, j'ai remplacé la maman pendant pas trop longtemps, mais j'ai fait pendant 4 ans à peu près. J'allais à l'école et j'assumais mes frères et sœurs. Et ça a été terrible. Et à la suite de ça, une assistante sociale est venue me chercher parce que je dépérissais, j'avais pas une très bonne santé. Et je me suis retrouvée toute seule, séparée de mes frères et sœurs, jusqu'à l'âge de 18 ans. Oui, c'est d'autant plus terrible. C'est-à-dire que vous avez été notamment
À la fois, vous avez perdu vos parents et vos frères et sœurs. Complètement. Ouais. Oui, c'est glaçant, c'est une solitude vraiment extrêmement glaçante. C'est pas, il y a quelque chose de, ouais, pour que votre corps d'ailleurs, aujourd'hui vous le dites, c'est quand votre fille est partie, c'est tout votre corps qui s'est mis à souffrir. Complètement, oui. C'est-à-dire c'est parfois c'est au-delà des mots. Même parfois quand on est en thérapie, oui. même pourtant on parle, on met des mots sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on éprouve, sur ses douleurs, et pourtant malgré tout, il y a des somatisations, parce qu'il y a des douleurs qui sont au-delà des mots. Ah oui, et quand je peux pas gérer et j'arrive pas à contrôler, pas toujours facile. Mais est-ce que vous pouvez parler un peu est-ce que vous avez parlé de ce que ça a provoqué en vous le départ de votre fille, ou de ce que vous ressentez aujourd'hui? Oui, je l'ai fait parce que suite à ce départ, j'ai eu un grave accident. Bon, tout ça c'est lié. En fin de compte, j'étais très fatiguée. Oui. Et je me suis cassé le bras et je me suis retrouvée hospitalisée pendant 4 ans avec algodystrophie, complications pas possibles. Oui. Et bon, au départ, ça a été très grave parce que j'ai failli perdre ce bras en plus. Et je me suis battue pour le garder, donc je pense que j'ai quand même une force intérieure qui arrive à... Il y a des jours où je suis un peu en bas de l'échelle et puis le lendemain je rebondis parce que je me dis qu'il faut vivre, il faut continuer à vivre. Oui. Mais il y a des moments où j'ai l'impression de ne plus avoir les forces nécessaires pour continuer à vivre vraiment. Et je pense que la distance de ma fille, si elle était un peu plus proche ou un peu plus dans le dialogue avec moi, je pense que je retrouverais un peu plus la force de me dire il faut continuer à mener ta barque, il n'y a pas de problème, t'es pas toute seule. Oui, mais vous voyez comme votre fille, c'est toute votre énergie, c'est toute votre force de vie. C'est ce que vous êtes en train de dire. Elle a toujours été. Vous voyez à quel point... Pour votre fille aussi, ça peut être... Oui, vous le savez au fond. Oui, j'en suis consciente. Parce qu'aujourd'hui, votre fille est mère aussi. Elle a fondé sa famille, elle a sa propre ça ne veut pas dire que vous ne comptez pas beaucoup pour elle, Daniel. C'est pas de ça dont il s'agit. Mais que elle a en étant mère, elle doit aussi, compte tenu de cette histoire, de tout ce que vous lui avez transmis, de tout ce qu'il a construit, de tout ce dont elle est pétrie. Elle a aussi, je ne sais pas quel âge ont ses enfants, vos petits-enfants. La petite dernière, elle a 3 ans, il y en a 3 ans, et le petit garçon, il a 4 ans. Oui, elle a eu ses enfants rapprochés pour fonder sa famille. Elle avait besoin de ça. Mais on peut comprendre. Donc avec des enfants à un âge, ils sont petits, ils sont très rapprochés, donc ça lui demande aussi beaucoup d'énergie, d'investissement, son travail, sa famille, son couple. Donc elle sait bien que vous venez de le confier. Finalement, c'est ce qui, pour vous donne l'envie. C'est l'envie de vivre. Vous la puisez. Elle vous vient de là. C'est lourd de demander ça à un enfant. Je pense, oui. J'en suis consciente. L'enfant peut se mettre en retrait parce que ça peut l'aspirer dans quelque chose. Oui, elle aurait peur de tomber dans quelque chose. Ça pourrait l'aspirer dans quelque chose qui portait la souffrance d'un parent, le côté abandonnique d'un parent, parce que c'est ça au fond. Oui. C'est autant d'énergie perdue pour construire sa propre vie. C'est pas de l'égoïsme, c'est qu'elle a besoin aussi de construire sa vie. Et vous voyez comme sa famille, ce qu'elle arrive très bien à faire, ce que vous lui avez suffisamment donné pour qu'elle puisse. Vous avez réussi à transmettre ça. Oui, elle a tout réussi. Oui. Tout ce qu'elle a fait, elle a tout réussi. Et comme dit Cathy, votre fille, à n'en pas douter, il y a beaucoup d'amour. D'ailleurs, elle dit, Cathy envoie un petit message en disant l'amour qu'elle vous porte, c'est par procuration. Elle le traduit avec dans la relation qu'elle a que vous avez avec vos petits enfants, c'est-à-dire qu'elle ne met pas de barrière. Non, pas du tout. Que vous voyez vos petits-enfants.
Oui, toujours. Et vous avez une belle complicité avec vos petits-enfants. Ah oui, c'est super. Donc, et ça, c'est certainement très important pour elle. Mais de vous, elle fait en sorte d'esquiver un petit peu. Oui, mais je comprends aussi parce que de sa naissance jusqu'à pas mal d'années, suite aux problèmes de l'enfance, j'ai eu des pépins de santé, des opérations presque chaque année. Donc elle a vécu tout ça. En fin de compte, je comprends très bien qu'elle soit partie. Mais ce que je comprends pas trop, c'est qu'on aurait pu éventuellement en parler. Il y a toujours une possibilité de dialogue, d'échange, je suppose. Mais on sent, oui, que vous êtes quelqu'un qui peut effectivement parler. On sent d'ailleurs que vous n'êtes pas dans on sent chez vous, il n'y a pas de, comment dire, vous n'êtes pas dans l'agressivité, dans le ressentiment. Où vous ne parlez pas mal de votre fille. Hein. Il y a parfois des mères comme ça qui ont des rapports difficiles avec leur fille et qui la dépeignent sous un angle très très agressif, voire même assez violent, ce qui n'est pas du tout votre cas. Hein. Non, j'en vois pas l'intérêt. Mais non, on sent que il y a vraiment une quête et plutôt que vous êtes affecté par cette relation. Affectée, Cela dit, parfois quand on en parle de façon agressive, c'est aussi qu'on est affecté, mais ça ne facilite pas l'échange. Mais je pense que vous avez besoin d'en parler, mais avoir besoin d'être soutenu déjà pour éviter peut-être faire en sorte que ça soit un peu moins votre corps qui parle. Je ne dis pas qu'il va plus parler du tout, hein, parce que le corps a aussi un fonctionnement qui lui est propre. Hein, il faut pas non plus, mais peut-être un petit peu moins. Et puis que vous ayez quand même un endroit pour, je vous dis, vous avez des raisons d'avoir un côté très abandonnique. Hein, donc, mais pouvoir un petit peu parler de votre histoire à vous, d'enfants et de votre souffrance, en reparler. J'ai commencé à écrire, j'ai commencé à faire un livre. Oui. L'écriture, le fait de mettre sur du papier, ça m'aide, ça fait une thérapie en même temps. Oui. J'ai un peu arrêté, je pense que je vais reprendre bientôt. Oui. Mais il y a des moments où je suis obligée de m'arrêter parce que il y a eu des souffrances tellement importantes qu'il m'est difficile de trouver les mots adéquats pour mettre sur le papier. Mais oui. Mais ça peut être important de recommencer un peu à écrire et puis je vous dis d'aller aussi en parler. Il y a Nathalie aussi qui envoie un message en disant: le départ de nos enfants dans cette dynamique fusionnelle est aussi un abandon avec toutes ses conséquences. Et puis le subversif qui dit: vous avez dit le mot adéquat, dit vous avez fait le maximum. C'est vrai que vous avez placé en elle tout vous, une projection adorée dont son départ vous a laissé vous orpheline. Complètement. Avec tout ce que ça suppose de souffrance, évidemment, derrière. Et surtout que ça a été du jour au lendemain, et à des kilomètres, donc ça a été... J'ai été effondrée. Oui, je comprends. C'était une cassure complète, là. Ouais. Mais je vous dis, la relation, elle est pas mauvaise avec votre fille. C'est plus cette histoire, votre histoire à vous d'enfant, qui pèse derrière et qui fait que vous attendez beaucoup de choses et qui pèsent sur cette relation-là, mais elle est pas. Vous pouvez pas dire que vous avez une mauvaise relation avec votre fille. C'est qu'il y a beaucoup d'attentes chez vous et qu'on peut comprendre. Mais peut-être que justement vous pouvez combler d'un manque. Vous savez, on peut en faire beaucoup de choses. Ça peut être à travers l'écriture, ça peut être à travers justement dans la création. Bénévolat. Choses, oui. Je fais du bénévolat, j'entraîne, je juge dans la gym, je m'occupe beaucoup, je veux dire, je reste pas du tout à son attente, je veux dire. Mais j'aimerais j'aurais aimé être une autre maman, je veux dire, avec elle. Non, mais faut pas, il n'y a pas de raison de penser cela. Vous avez été la mère que vous avez été et vous avez plutôt bien réussi, puisque votre fille, elle est bien, moi dans ce que j'entends, elle s'est bien construite. Complètement. Elle s'est bien structurée, elle est pas, regardez, elle vous dit d'ailleurs, sa vie va bien. Oui, elle vous renvoie, c'est plutôt un compliment qu'elle vous fait. Oui, même vrai. pour vous, vous l'entendez comme, vous l'entendez pas forcément comme ça parce que vous n'êtes pas très bien, vous aimeriez plus de complicité, mais on peut l'entendre comme un compliment. Elle vous dit que sa vie va bien.
Donc c'est réussi pour moi. Oui. C'est la réussite. Mais oui. Même si elle a eu une crise d'adolescence qui est un peu inévitable compte tenu de votre relation, parce que c'était vraiment un tête-à-tête avec, il y avait pas beaucoup de tiers autour de vous, même si vous aviez des amis, donc à un moment ça ne pouvait que clasher. Mais à un moment elle a mis de la distance, elle est partie. Bon, vous savez, ça peut clasher même parfois quand il y a des tiers, même quand il y a un père présent. Bon, mais aujourd'hui elle est revenue vers vous. Vous voyez vos petits enfants, elle est en couple, je veux dire, elle est devenue mère à son tour. Elle va bien, votre fille? Oui, elle se Donc vous avez bien. Mais il y a tout qui se passe bien. Il faut construire. Je suis très contente de sa réussite et je suis bien présente auprès de mon gendre. Il est super adorable et de sa belle famille. Je suis entière dans tout ça, sauf la relation de ma fille qui n'est plus comme avant. C'est tout. Peut-être que petit à petit, ça se fera lorsque les enfants vont grandir. Je sais pas. Peut-être pas que j'en entende plus. C'est peut-être comme ça, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut un peu... il y a quelque chose encore en vous qui reste très douloureux. Ah oui, complètement. Il y a quelque chose d'un manque très profond. Donc c'est encore à travailler sur ce manque. Et votre fille, à chaque fois, ravive ça, d'une certaine façon. Ça vous renvoie à votre histoire d'enfant. Mais complètement. C'est un fait, oui, complètement. Et c'est difficile, en fin de compte, de faire un travail sur soi pour essayer de retrouver une certaine sérénité et pour pouvoir continuer sa vie sans pour autant pas gâcher celle des autres, mais de pouvoir vivre sans les autres, en fin de compte. Par rapport à votre désir d'écrire, il y a Nathalie qui dit j'ai écrit un livre qui va être publié. Alors oui, écrivez votre histoire pour aider les autres. Vite, mettez-vous au travail, dit Nathalie. Voilà. Oui, actuellement, je suis dans la peinture, mais je vais reprendre. Mais vous voyez, je vous dis, d'un manque bien compris, bien cerné, on peut en faire beaucoup de choses. Oui, c'est un fait. Donc, au travail, okay. Daniel. Au revoir. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Bonsoir. Alors, quelques mails. Valérie du Pas-de-Calais qui réagissait au témoignage de Daniel, qui dit « La vie ne vous a pas ménagé, mais votre fille est là, près de vous. Elle ne vous a pas renié, bien au contraire. Elle inculque même à ses deux enfants les valeurs que vous lui avez transmises. Vous avez peut-être l'impression qu'elle ne vous aime pas, enfin pas suffisamment, mais ce n'est pas le cas. Et en tout cas, il faut. Je suis sûre qu'elle ne vous rejette pas. Ça c'est certain. Sinon, elle n'aurait pas ce comportement-là, et notamment vis-à-vis des petits enfants. Il y a Ava qui dit moins votre amour pour votre fille portera implicitement une contrainte, plus le sien pour vous sera vaste, libre et serein. C'est très juste. Et puis, il y a également Brigitte qui dit « L'amour n'est pas en cause avec votre fille, juste un besoin de différenciation, mais cela peut changer si vous êtes moins en attente. » On va maintenant accueillir Zaya. Bonsoir Zaya. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je vous écris, Madame Blanche, pour en parler un petit peu. De votre situation, oui. Voilà, j'ai votre mail sous les yeux, une situation bien compliquée, hein, assez, très compliquée, assez pénible. Vous avez actuellement 32 ans, Zaya. Oui. Et vous êtes hébergée dans un foyer avec le SAMU social. Vous vous y trouvez là actuellement? Oui, justement, je suis actuellement au foyer Rennes. Dans 94. Oui, alors que vous attendez un bébé. Et oui, j'étais voir l'assistante sociale. Donc, je me suis présentée avec mon dossier de demande de logement. Elle me dit qu'elle peut rien faire, qu'elle n'a pas une baguette magique. Bon, je comprends. Et pourtant, à Créteil, les environs, il y a pas mal de logements vacants. Oui. Et j'ai eu 2 propositions au mois de mars dernier. Je me suis présentée avec mes papiers, tous les pièces à fournir en fait, mais j'ai pas eu de réponse. Quand j'ai été voir le service concerné, elle m'a dit oui, vous travaillez pas.
Voilà, je ne sais pas comment on appelle ça, pourquoi on appelle ça un logement social. Voilà, ma mère ne veut plus de moi, et puis... Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes en rupture avec votre famille ? Oui, en fait, nous, on était, moi et mon frère, on était kidnappés tout petits. On est nés ici à Nancy. Vous êtes nés où ? À Nancy, Meurthe-et-Moselle. Oui, oui. Donc, notre papa nous a confisqué tous les papiers. Il nous a laissés au Maroc. Voilà, avec notre grand-mère paternelle et notre tante. Et on était maltraités, on n'avait pas le droit de voir notre maman et tout. Donc à notre majorité, on a fait tout pour rentrer en contact avec notre maman, quoi. Oui. Ma maman vivait ici en France, elle s'est remariée avec une deuxième fois, je veux dire. Oui. Et elle a tout fait pour nous emmener et puis la rejoindre ici en France. Oui. Donc quand je suis revenue une deuxième fois en France, j'avais 22 ans. C'était en 2002, oui. Après, elle a divorcé et puis on est resté avec elle. Donc au début, ça se passait bien parce que après de longues années, on a réussi quand même à la retrouver, et puis elle nous a pris dans ses bras. C'était un moment émouvant, quoi. C'était inoubliable. Mais le problème, c'est qu'après, elle a essayé de nous obséder. Elle a essayé elle se mêlait de tout, même nos courriers, elle ouvrait notre courrier, tout, quoi. Oui, elle se mêlait trop de votre vie, alors que vous étiez déjà adulte, puisque vous dites que vous l'avez retrouvée à 22 ans. Oui. Oui. Et puis, arrivée du Maroc, moi, je ne savais pas qu'est-ce que ça veut dire un foyer et tout ça, donc j'avais peur, parce que elle me faisait peur. Elle me dit non, les foyers, c'est pas bien, tu restes pas dehors, on va t'agresser et tout. Donc, moi, quand je finissais le travail, je rentrais directement. J'étais pas comme les autres filles de mon âge, partir en boîte ou quoi que ce soit. J'avais pas. Oui, vous connaissiez pas bien le mode de vie à la française. Forcément, c'était pas le même univers. Voilà. Et elle jouait un peu sur vos peurs. Exactement. Oui. Donc, moi, j'ai. Je commence à sortir, tout ça, à connaître des gens suivis ces dernières années, en fait. Et ça, donc, ça ne lui plaisait pas? Ben non, non, du tout. Quand je commence à contester, à m'exprimer et tout, donc elle n'a pas aimé. Même parfois, elle tapait, quoi. Elle me tapait, donc même à 27, à 28 ans. Ah oui? Oui. Et votre frère aussi? Mon frère, non, il est un peu... comme dans notre culture arabe, c'est le garçon, il a une statue un peu différente que la fille, quoi. Oui. Donc elle ne tapait pas votre frère? Non. Oui, lui avait droit à plus de liberté. Voilà. Ouais. Moi, oui. Moi, c'est toujours les insultes. Mais les premières années, c'était bien passé, en fait. Moi, on rêvait d'être avec notre maman, d'être là. Oui, vous aviez envie quand vous étiez au Maroc et ça se passait pas bien avec votre père, puisqu'il vous avait kidnappé enfant, vous rêviez, vous fantasmiez sur le fait de retrouver votre mère. Donc les premières années étaient un peu rêvées, idéalisées. Et puis après, ça ne s'est pas passé comme vous l'espériez. Mais en fait, quand on l'a rencontré pour la première fois, on ne savait pas comment l'appeler. Donc là, moi je l'appelais par son prénom. C'est compliqué parce que oui, vous pouviez pas. C'est compliqué de l'appeler maman parce que pour vous, vous l'aviez
pas connu petite fille. Mais enfin, il s'est écoulé plusieurs années. Mais pour en revenir à votre situation, là, Zaya, là, vous allez accoucher quand ? Le 10 décembre. Le 10 décembre. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il est prévu ? Parce que vous êtes dans un foyer avec le SAMU social, ça veut dire avec des gens qui sont à la rue. Enfin, vous avez une chambre à part. Comment ça se passe concrètement ? Parce que c'est quand même fou qu'une femme enceinte côtoie. C'est pas une situation pour une femme enceinte. Justement, je suis descendue en bas pour parler tranquillement parce que la dame ne veut pas qu'on la dérange et tout. Quelle dame ? Donc, la dame qui partage avec moi la chambre. Vous êtes 2 dans une chambre ? Oui. D'accord, vous êtes déjà un peu isolée. Il y a une dame qui attend un bébé aussi ? Non, c'est... elle a fui son mari et tout, donc... D'accord. Enfin, bref, je partage la chambre avec une autre femme. Avec une autre femme, oui. Le foyer, il est en mauvaise... Enfin, je vous dis pas l'hygiène, quoi. Il y a des cafards, il y a des punaises. C'est sale. Il y a des problèmes d'hygiène. Très, très sale. Voilà, très, très sale. Quoi d'autre ? Moi, je ne veux pas parler plus parce qu'il y a l'agent d'accueil qui... Il y a l'agent d'accueil qui est là. Oui. Qui m'espionne. Vous ne pouvez pas parler comme vous souhaitez. Qu'est-ce qui est prévu pour vous ? Qu'est-ce que le père de l'enfant n'est pas présent pour vous ? Non, si vous vous retrouvez là. De couple, il est dans une autre ville. Non. D'accord. Il est au courant ? Il est au courant ? Vous attendez un bébé de lui ? Oui, enfin oui. Il a reconnu, il a fait la pré-reconnaissance en fait. Il sait là que vous êtes dans un foyer Oui, mais lui aussi, il peut rien faire. Donc, lui aussi, pardon ? Il peut rien faire. Voir le problème de logement ici en France. Non, mais attendez, lui aussi est en foyer, c'est ça ? Non, il n'est pas avec moi. Il est dans une autre ville, en fait. Oui, mais il n'a pas de logement, c'est ça ? J'ai pas compris. Voilà, il a pas de logement. Il n'a pas de logement. Moi, Et votre frère ne peut pas vous aider Vous me parliez de votre frère. Ma mère. Pardon ? Il vit toujours avec ma mère, en fait. Lui vit avec votre mère. Voilà. Oui. Il a 30 ans, donc... Et au SAMU social, là, qu'est-ce qu'on vous dit ? Qu'est-ce qui est prévu, par exemple je veux dire, parce que vous n'allez pas rester... le SAMU social, ce sont pour des situations d'urgence, en théorie. En fait, c'est comme c'est la période hivernale, on appelle le jour au jour. Mais je sais, oui. Voilà, c'est pour ça que vous ne pouvez pas être dans une situation comme ça, parce que comment se passent vos journées ? Qu'est-ce que vous faites la journée ? En fait, je vous raconte les consignes de l'établissement. Alors, le matin, on se réveille, il y a le petit déjeuner à partir de 6h30 jusqu'à 8h30. Donc, moi, je me réveille vers les coups de 7h pour prendre le petit déj. Après, je retourne en chambre, je me prépare pour sortir à 10h. De 10h, on a le droit de retourner au foyer qu'à 17h. Ah oui. Voilà, toute la journée, mais je fais soit les magasins, j'étais la dernière fois, j'étais à la piscine pour me détendre un petit peu, mais bon. Mais vous devez être fatiguée, c'est ça, en étant... Très fatiguée, mais oui, en étant enceinte, vous pouvez pas... c'est ce que j'allais dire, vous reposez, vous pouvez pas marcher comme ça toute la journée. Puis être dehors, bon, encore là, il fait pas trop mauvais, mais enfin, il fait pas quand même très chaud. Puis vous pouvez pas marcher, enfin, je veux dire, vous êtes quand même enceinte là de quoi, 7 mois, 7 mois. Vous pouvez pas marcher toute une... Oui. J'ai failli accoucher, prématurément, oui. Voilà. Et on m'a donné un certificat comme quoi je dois pas quitter la chambre. Mais oui. On m'a dit non, tu quittes quand même 10h et tu rentres à 14h. Donc, moi, je vois pas qu'est-ce que je vais faire pendant les 4 heures dehors. Quand je vais au centre commercial, par exemple... C'est incroyable qu'il y ait des situations comme ça. Voilà, je
je regarde les magasins, je passe par les magasins pour bébé et tout ça. Je regarde, je suis malheureuse à l'intérieur parce que quand je vois lui pour bébé et des jouets et tout ça, je dis mais pourquoi pas mon enfant, quoi. J'ai envie qu'il ait un toit, qu'il ait un endroit propre là où il joue. Parce que là, quand je vois l'état des enfants qui sont là au foyer. Oui, c'est pas des conditions de vie. Vous me trouvez une solution. Elle me dit, j'ai pas une baguette magique, je peux rien faire. Elle me dit, c'est à vous de faire les recherches de logement et tout. J'ai cherché dans le privé, j'ai tout fait. Et pourtant, j'ai des ressources. C'est ça ce qui est malheureux. Vous avez des ressources quelles sont-elles justement vos ressources, Zaya? En fait, j'étais licenciée au mois de décembre dernier 2010. Oui. Donc, je suis au chômage jusqu'à l'année prochaine. Oui. Mais moi, je compte reprendre le travail juste après l'accouchement. Moi, en fait, je suis auxiliaire parentale à domicile. D'accord. Donc, dans ce métier, je trouve facilement, même mes anciens employeurs, ça marche en fait de bouche à oreille. Vous savez, la garde d'enfants, c'est facile à trouver, en fait. Oui. Pour moi, je trouverais facilement. Et même, moi, j'ai regardé sur Internet, j'ai trouvé une famille qui cherche pour le mois de mars. Je disais à l'assistante sociale, écoutez, moi, le travail, c'est pas un problème. Elle me dit oui, avec la crise et tout ça. Je lui dis, mais la garde d'enfants... La garde d'enfants, on trouve, vous avez raison. On trouve. Oui, puisque on trouve toujours dans ce domaine. Vous avez raison, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent, il y a pas suffisamment de places en crèche, donc il y a une forte demande dans le service à la personne, tout à fait. Voilà. Oui. Donc elle m'a dit oui, en attendant vous trouverez un logement, vous trouverez un travail. D'ici là, moi je peux rien faire, on attend quoi. Faites le 115, et quand je vous raconte pas, madame, essayez une fois de sortir et appeler à partir d'une cabine et vous allez voir, vous allez rester à peu près une vingtaine de minutes pour quelqu'un répond. Pour le SAMU social? Oui. Et l'autre fois, je suis restée une demi-heure pour appeler parce que d'un portable, ça passe pas. Ils répondent qu'à partir, quand vous appelez d'une cabine, en fait. Voilà, je suis restée debout 30 minutes à peu près, quoi. Et l'assistante sociale, là où vous êtes, vous dit qu'il n'y a pas de possibilité. Enfin, je veux dire, c'est à ce moment-là, même en attendant, pour le logement social, je veux dire, ou dans des foyers, il existe des foyers à ce moment-là, mère-enfant, ou des foyers pour préparer, parce que vous pouvez pas jusqu'à l'accouchement être comme ça dans de l'urgence au jour le jour. C'est pas possible, surtout dans des conditions de vie qui sont quand même très difficiles et où vous devez jusqu'à la naissance de votre enfant errer dans les rues jusqu'à ce que le foyer ouvre. Et comme vous dites, vous devez téléphoner, faire la démarche tous les jours. Enfin, c'est fou des situations comme ça. J'ai entamé une grève de la faim et non, faut pas. Mais l'éducatrice m'a dit fais ce que tu veux, moi je peux rien faire pour toi. Donc, une grève, je comprends que vous soyez très révoltée, très désespérée, Zaya, mais une grève... Je suis très à bout, quoi. Oui, vous êtes épuisée. Je rentre dans une phase de dépression. Oui, mais je comprends, je comprends que vous en ayez vraiment marre. Mais une grève de la faim, c'est si vous êtes déjà très fatiguée, très épuisée, ça va vous épuiser davantage. Déjà, vous, et puis ça va mettre en péril votre bébé. Et c'est pas ce que vous voulez.
Votre bébé, déjà, vous dites que bon, il n'est pas dans les meilleures conditions. Pour le moment, il est protégé, votre bébé. Hein. Il est, lui, il est au chaud. Il est bon. Vous vous inquiétez plutôt pour après, pour l'avenir. Voilà, Mais bon, donc si vous vous alimentez pas bien, vous allez vous sentir encore plus fatigué. Et puis votre bébé aussi, ça va se ressentir sur sa santé. Donc non, on fait pas de grève de la faim quand on est enceinte. je dis peut-être c'est le seul moyen, mais après j'ai bien réfléchi. Je dis mais le pauvre, il n'en est pour rien, quoi. Non, c'est ça. Votre bébé, voilà, lui, après, il est pas. C'est pas. Il faut pas lui infliger ça. En revanche, il faut peut-être à ce moment-là faire un courrier. C'est même pas l'assistante sociale, c'est là où vous êtes. C'est écrire au maire de la ville. J'ai rencontré le maire, Monsieur Catala. Vous l'avez rencontré, le maire ? Oui, je l'ai rencontré parce que en fait, pendant les primaires et tout, il était au marché, donc je l'ai croisé. Il m'a dit donnez-moi votre nom et tout, on va faire le nécessaire. Et depuis, il n'y a rien. J'ai envoyé même un courrier recommandé et tout, mais j'ai pas eu de réponse, quoi. Le maire ne vous a pas fait de réponse ? Non, ça fait 2 semaines que j'ai envoyé le courrier, en fait. J'ai envoyé à la commission de médiation de service logement. Pas de réponse non plus. Quand j'ai appelé tout à l'heure, elle m'a dit oui, c'est normal, il y a trop de courriers et tout. Donc je suis vraiment perdue, je sais pas. Et en plus, j'ai l'impression, quand je vais rencontrer quelqu'un, quand je m'exprime mal en français, quand j'ai pas grandi ici, j'ai pas fait des... Ah non, vous vous exprimez bien, hein. J'ai l'impression que je parle dans le vide. Personne ne me comprend, quoi. Personne. Mais même, je veux plus... Mais attendez, il y a forcément dans toutes les villes, il y a des foyers pour mères célibataires. C'est ce que dit Alex. Il y a des associations. Aline dit d'entraide féminine, Aline qui a appelé le Standard, qui peuvent héberger des personnes soit seules ou avec des enfants. Il doit forcément y en avoir dans votre ville. C'est ça, il y a forcément des structures. Il faudrait taper du côté des associations à ce moment-là. Parce que les associations peuvent interpeller les pouvoirs publics. Parce que le maire ne vous réponde pas, c'est scandaleux. Il fait pas son boulot, là. Je sais pas, j'attends réponse. Oui, j'attends la réponse. Ça fait 2 semaines, elle me dit oui, c'est bon. Parce qu'il y a trop de... Ça fait 2 semaines. Bon, d'accord. Alors si ça fait 2 semaines, c'est pas comme si ça faisait 2 mois, hein, en même temps. D'accord. Non, pas 2 mois. Bon, ça fait 2 semaines. Bon, alors attendez. À mon avis, vous allez avoir une réponse. Voilà. Là, si ça fait... D'accord, je pensais ça fait 2 semaines. Hein, vous allez avoir une réponse. Hein. Mais le problème, c'est que le service logement de la mairie ne veut plus entendre des gens qui ne travaillent pas. Non, mais le service, c'est pas au niveau du service logement. C'est le service logement, eux, il leur faut effectivement des revenus, des garanties hautes. En revanche, vous attendez un bébé, il est prévu que vous accouchiez le 10 décembre. Vous êtes dans des foyers de SAMU social. Tous les jours, vous devez appeler pour avoir une place dans un SAMU social. Or, vous devez quitter le foyer à 10 heures, revenir que le soir, et alors que vous êtes enceinte à 7 mois, de 7 mois, vous êtes obligé de passer toute la journée dehors à marcher au risque d'accoucher prématurément. Enfin, ça va pas, quoi. Ça ne va pas. On peut pas. Donc, il faut que vous ayez une place dans un foyer. On vous demande pas, là, c'est même pas de l'ordre du logement social. C'est de vous trouver une place dans un foyer pour mères célibataires. On est dans une situation d'urgence. C'est un devoir d'humanité. Voilà, c'est tout. Je suis prête, en fait. J'ai dit à l'assistante sociale, vous me trouverez un studio dans un foyer indépendant pour femmes enceintes. Je suis prête à participer parce que là, dans un foyer, moi, je paye rien pour l'instant, mais je suis prête à payer. Je dis, c'est pas un souci. Et quand j'ai appelé le SAMU social l'autre jour, elle m'a dit, écoutez, vous avez des ressources, vous allez prendre une chambre dans un hôtel.
Voilà. Moi, je lui ai dit, je comprends pas pourquoi vous appelez ça service social. Elle m'a parlé méchamment. Elle m'a dit, elle m'a dit oui, tu nous casses les pieds et tout parce que j'ai pas arrêté d'appeler. Et finalement, bon, il faut non, mais là on va essayer de voir, on va suivre ça. Il y a Lily qui dit que elle a été aidée à un moment donné de sa vie par Emmaüs, la Fondation Abbé Pierre, qui œuvre beaucoup dans le logement des personnes défavorisées. Elle dit vraiment, ils ont été très à l'écoute et ils ont résolu mon problème. Elle dit qu'ils sont dans le 20e au 78-80 rue de la Réunion, que vous pourriez les contacter. Et puis il y a une dame aussi qui a appelé, qui pourrait peut-être vous proposer également une solution. Et on va mettre votre fiche de côté. On va essayer de voir ce qu'il en est, parce qu'il y a quelque chose qui est pas acceptable dans votre situation. Ne raccrochez pas en tout cas, Zaya. On va vous mettre en relation hors antenne avec certaines personnes et on prendra de vos nouvelles un petit peu pour voir ce qu'il en est. D'accord, ne raccrochez pas. Bon courage à vous. Au revoir. Merci madame. Au revoir. Au revoir. Caroline Dublanche sur Europe 1.